Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans le plat. Aujourd'hui, je suis encore avec Philippe Ligron. Comment ça va ? Mais écoute, ça va bien, Lulu. Bonjour à tous. Comment on survit à cette chaleur ? Je me poserai toujours la question. Je sais que c'est un peu le fil rouge de tous nos débuts d'émission maintenant. Comment ? Mais c'est fou. Écoute, là ça va parce que je suis venu en moto et puis je me suis pris une bonne pluie en arrivant. Ah ouais. Donc ça rafraîchit direct, quoi. Ah ouais, une bonne petite rincée, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de la viande. Voilà. Ouh là là. Sujet musique, houleux. là, il faudrait une musique super suspense. Genre, tu vois, un film, je sais pas, gore, un truc limite l'exorciste, quoi. Ah ouais. Parce que ça fait tant jaser que ça, ce sujet. C'est quelque chose de très, très, très émotionnel, au-delà de tout ce qu'on peut soupçonner, mais on va en parler dans ce podcast, quoi. Et aussi très délicat, j'ai envie de dire, à aussi. aborder. Ouais. Et ben, on va parler de la viande et on en parle tout de suite. Vous voulez manger avec nous? Allez, viens, je vais te faire goûter un truc. Devine quoi? Maintenant, je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres. Ok, ben écoute, je vais commencer par te lire la description Wikipédia, vu que, encore une fois, je milite pour que tu ailles sur Ah ben j'ai ma Wikipédia. carte de membre, moi. Je suis super fan. On adore ça. Alors, la viande est un aliment constitué de tissus musculaires de certains animaux, notamment les mammifères, les oiseaux, les reptiles, mais aussi certains poissons comme les requins. Le terme peut inclure le gras, les nerfs et le sang associés à ces tissus, et dans une acceptation plus générale, les abats et les os. Voilà ce que Wikipédia nous en dit. Alors déjà, j'étais étonné de voir qu'on parlait de viande de requin, mais en fait, quand on le dit, tu vois, de la viande de requin, en fait, ça prend tout son sens. Mais écoute, moi je vais même aller plus loin, désolé Wikipédia, quoi, mais le poisson c'est de la viande, point. Voilà. C'est le muscle d'un animal. Alors je vois pas pourquoi le requin et pas les autres. Vous T'imagines comme il doit se la péter le requin à cause de Wikipédia dans la mer, il doit dire aux autres c'est vraiment des losers, moi j'ai de la viande, pas vous. Non, tous les poissons c'est de la viande, quoi. On les Après il y a la catégorise, viande et là ouais. il y a plusieurs types de viande, mais je pense qu'on attaque, on y va. Il y a la viande de poisson, mais il y a aussi la viande des comestibles. Tout ça on l'oublie, mais c'est dans la technologie culinaire. Et puis il y a la viande de boucherie et la chasse. Donc tout ça ce sont des viandes bien segmentées les unes par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'on entend par la viande de consommation, t'as dit, de consommateur ? comestible. De comestible, pardon, ouais. En fait, ça, c'est une vieille expression, mais qui englobe les petits animaux tels que la volaille, le lapin et je ne sais quoi encore. Mais enfin, voilà, c'est très, très limité. Et puis après, la viande de boucherie, avec les 4 animaux principaux, il y en a même 5, le cheval, un 5e qu'on oublie aussi de temps en temps. Et puis après, la chasse. Voilà. Ok. Mais le poisson, c'est de la viande pour moi. C'est pas de la viande de boucherie, on est bien d'accord. Ok, d'accord. Ouais, mais le terme, enfin, pour désigner, ça resterait de la viande pour toi. Ouais, j'ai pas compris la combine du requin, quoi. Je pense que le gars, je sais pas, il se fait un gros kiff avec son requin. Là. C'est d'être un amateur Comment de il s'appelle, squal. Monsieur Wikipédia, hein, c'est ça? C'est écrit par un certain Jacques Cousteau. Oui, je le connais. C'est moi qui lui ai tricoté son béret. Ouais, le monde est petit. Du coup, écoute, je te propose qu'on commence notre voyage par les temps ancestraux. J'imagine que la viande, on en consomme depuis le début de la vie, j'ai envie de dire. Alors la viande, effectivement, on en consomme depuis le début de l'humanité. Donc là, on est au paléolithique. Hein. On n'est même pas au néolithique. On est carrément encore plus ancien là-dedans. Mais il y a plein de légendes autour de ça, comme quoi l'homme préhistorique chassé à outrance. Pas du tout. C'est une image, c'est une légende. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas ce que les historiens ont pu inventer comme bêtises par rapport à ça. Parce que chasser du lion à l'époque avec des bouts de bois et des pierres, moi je te laissais aller. Hein. Je vais pas. Hein. Bah, franchement, on a tendance vraiment à avoir cette image des hommes préhistoriques qui chassaient en groupe et qui allaient tabasser des mammouths et tout. Mais effectivement, avec le recul, tu te dis, en fait, tu risques quand même ta vie. En fait. Ah même légèrement. Donc, et puis, ils chassaient quand même. Ils chassaient, clairement. Ils faisaient des sortes de pièges où ils précipitaient avec des systèmes de feu, avec des systèmes de bruit même, poussant des grands hurlements et en gesticulant. Ils poussaient les animaux vers des précipices et parfois essayaient de les pousser en tant que tel dans un ravin pour pouvoir après récupérer la viande. Mais c'était pas une alimentation des plus communes. Il faut arrêter de penser que l'homme préhistorique mangeait de la viande normalement, quoi. C'est pas vrai. Ça a toujours été, depuis le début de l'humanité, ça a toujours été un plat exceptionnel, un mets exceptionnel que de manger de la viande. On verra tout au long de ce podcast, bien sûr, mais par rapport à la symbolique, à tout ça. Ce n'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on a
banaliser la consommation de viande. Mais quand je dis banaliser, c'est même dénigrer la consommation de viande. C'est-à-dire que maintenant, moi je vois avec les jeunes, s'ils ne mangent pas de la viande 1 à 2 fois, voire 3 fois par jour, ça va pas. Il y a un souci dans leur alimentation, alors que c'est pas ça du tout, manger de la viande. Manger de la viande, c'est asseoir son statut social, voilà, c'est plein de choses. Et ça vient de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les gouvernements européens, surtout, se sont dit il faut nourrir la population. Alors, on va faire beaucoup de viande. Et là, on a commencé l'élevage intensif. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, parce qu'il n'y a rien qui est marrant là-dedans. Mais c'est quand même fou de se dire que la Seconde Guerre mondiale, qui a été quand même, on va le dire, initialisé par un certain Adolf Hitler, et lui était végétarien. Et résultat des courses, à la fin de la guerre, on se met à manger plus de viande. Ah bah écoute. Mais là, je te fais du ligron, parce que c'est pas tout à fait juste. Les historiens, en m'écoutant, ils doivent se dire, il est fou ce type. Je caricature à outrance là, mais on n'est pas faux. J'avais envie de te dire, quand tu parlais de mets d'exception, quand on consommait de la viande, j'imagine que c'était un plat un peu de fête. Et j'allais te dire, les hommes préhistoriques, ils devaient, genre pour les anniversaires, des trucs. Mettez une bougie, petit chapeau. une bougie dans les narines. Après ils ont mis des persils. Non, en fait, il faut savoir que la viande, il y a plusieurs étapes. Il y a le monde préhistorique, après il y a la période préhistorique, après il y a la période de l'Antiquité, après il y a les invasions barbares, tout ça, on va tout remonter si tu veux, on va reprendre le fil du temps, on va revenir vers nous maintenant, à l'heure actuelle. Mais à l'époque préhistorique, pour répondre à ta question, c'était la force de l'animal. C'est pas pour rien que les sorciers, on les voit souvent représentés avec des crânes sur la tête et tout. C'était pas pour draguer en boîte de nuit qu'ils mettaient ça. Essaye pas d'arriver avec une tête de cerf sur la tête en club. Je suis pas sûr qu'il va lever. Une ancienne époque, ça aurait fait le taf. Voilà. Mais c'est pas pour ça. C'est qu'en fait, ces gens-là considéraient que c'était une sorte d'appropriation de la force de l'animal. On va le retrouver ça plus tard, surtout au Moyen-Âge, et puis après au XVIIe, XVIIIe. Mais jusqu'à ces époques-là, on a toujours consommé de la viande pour s'approprier aussi la force, la dimension physique, c'est-à-dire que tu manges un mammouth, c'était pas forcément quelque chose de commun. Et de manger un tigre ou un lion ou un animal comme un buffle, comme un bison, tu t'appropriais la force de l'animal complètement. Tu rentrais en communication avec l'animal. C'est une vraie dimension mystique. Tout à fait, complètement. Ah ouais, non, ça c'est clair. Et à cette époque-là, j'imagine qu'ils mangeaient ça cru. Est-ce qu'ils ont tout de suite... j'imagine qu'on n'a pas de traces de ça, mais ils n'ont pas commencé à cuire la viande ou avoir des notions de cuisson, justement, arrosée, saignement. Je pense que c'était soit on la mange crue, soit on la crame, quoi, en fait. Alors, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'ils ont dû manger de la viande crue, clairement, mais il faut savoir que je pense qu'ils ont dû quand même se rendre compte que manger un animal qui était mort dans un incendie, parce qu'il y avait des incendies déjà à l'époque, les gens balançaient déjà leur mégot par la portière. Et de ce fait, ils ramassaient des carcasses, ils étaient charognards aussi, donc ils ramassaient des carcasses avec des animaux qui étaient brûlés, et ils se rendaient compte que la viande avait un autre goût, mais c'était pas tellement le côté gustatif qui les intéressait, c'était le côté conservation. Une viande qui était cuite se conservait quand même un poil plus longtemps que le reste. Donc il y avait cette viande qu'on faisait cuire quand même de manière relativement usuelle, j'ai envie de dire. C'était quand même... Sommaire, ouais. Ok. Et du coup, il a fallu attendre combien de temps avant de pouvoir parler de gastronomie avec la viande ? On arrive au début du néolithique, l'homme se sédentarise. On dit que c'est dans le triangle d'or, là, dans ce croissant fertile où on a cette population qui se sédentarise, qui observe la nature autour d'eux et qui se disent peut-être que là, ces céréales, c'est quand même fou, il y a des céréales qui poussent et ces céréales, je peux faire plein de choses avec. C'est-à-dire que si je les écrase et que je mélange ça avec de l'eau et je mets des pierres à cuire, à chauffer dans un feu, quand la pierre est ultra brûlante, si je pose cette pâte, ça me fait un pain. Donc tu vois, c'est à ce moment-là, quand l'homme s'est sédentarisé, qu'il a commencé à cultiver, et c'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à perfectionner ses systèmes d'irrigation pour améliorer ses cultures, mais aussi pour améliorer l'élevage. Parce que l'élevage, ça ne veut pas dire forcément la viande, ça veut dire surtout avoir du lait et donc d'autres sources d'alimentation que de l'alimentation végétale, en fait. Ok, on a vu du coup le préhistorique, j'ai envie de dire, le Jurassic Parkique, j'ai envie de dire, mais maintenant, quand on arrive justement au Moyen-Âge... Alors attends, il y a toute la période de l'Antiquité d'abord. Je suis bon en histoire.
Donc c'est ce que j'avais commencé à aborder d'ailleurs, la période où on s'est pardon. sédentarisé. Et là commencent à naître des ethnies, à se créer des ethnies, des peuples qui commencent d'ailleurs à se faire la guerre, qui commencent aussi à vivre en fonction de leur religion qui était polythéiste, beaucoup à l'époque. Et ces gens-là commencent à sacraliser un peu la viande et se rendre compte des bienfaits et de tous les avantages qu'on peut avoir en mangeant de la viande préparée d'une certaine manière ou d'une autre. Mais n'oublions pas que les gros animaux sont des animaux qui coûtent très cher et qui sont utilisés à l'époque pour aider à l'agriculture. Les bœufs, c'était le tracteur de l'époque. On mangeait pas son bœuf, on disait pas tiens, allez, on va se faire un bœuf, on va tuer le bœuf qu'on a dans la grange. C'est pas comme ça que ça se passait. On tuait le bœuf quand le bœuf arrivait en fin de vie. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'en plus, quand on le mettait à mariner, etc., la viande s'attendrissait. Donc il y a toutes ces techniques qui sont apparues. Et une des techniques les plus folles, mais les plus barrées, qui est arrivée jusqu'à nous, c'est le foie gras. Le foie gras qui date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est un truc de dingue quand tu penses qu'il fallait complètement être perché. Les Égyptiens, c'est pas les Français qui ont inventé le foie gras, ce sont les Égyptiens dans l'Antiquité qui ont juste observé que les oies et les canards se gavaient naturellement avant de faire la migration des équinoxes. Il faut savoir que dans la mythologie, dans la théologie, dans tout ce qui est sacré au niveau de l'Égypte antique, les équinoxes sont hyper importants. C'est la base même de la civilisation égyptienne. Donc ils se sont dit, il y a quand même un truc qui est assez spécial, que ces animaux se gavent. Et ils avaient compris que s'ils tuaient les animaux à cette époque-là, le foie était un peu plus gras. Alors rien à voir avec les foie gras qu'on a maintenant, qui sont des foies cirrhosés, qui peuvent faire 500 grammes la pièce. À l'époque, ça devait être des petits foies de 200 grammes maximum. Mais les foies étaient très gras, donc très bons. Et à l'origine, c'était le plat réservé à Pharaon, c'est-à-dire au Pharaon, celui qui était le dieu vivant, le lien entre le ciel et la terre. Et puis après, ils ont commencé à gaver d'autres animaux, tels que le héron. Ils faisaient du foie gras de héron, tiens-toi bien. Et ils faisaient encore plus barré du foie gras de hyène. Okay. Ça devait être goûtu quand même. Enfin, j'ai jamais goûté, mais ça devait être quand même assez fou. Et puis, ça s'est un peu démocratisé parce qu'ils ont commencé à gaver les animaux. Ils gavaient les animaux beaucoup avec des dattes égyptiennes, des dattes dans l'Antiquité. Les dattes égyptiennes étaient très, très réputées sur tout le pourtour méditerranéen parce qu'elles étaient très riches, très, très douces en bouche, très goûteuses. Donc, on gavait les animaux. C'est toujours le cas, bien sûr. Reconnu. On gavait avec des dattes. Et puis, ce sont les Juifs. Si on a du foie gras à l'heure actuelle, c'est grâce aux Juifs parce que les Juifs avaient compris bien avant tout le monde que c'était un avantage pour eux, parce que les Juifs ont de nombreuses restrictions dans leur religion, comme celle de ne pas manger 2 aliments dans un même repas, voire encore moins dans un même plat, de la même origine. C'est-à-dire que tu ne peux pas cuire du bœuf dans du beurre, ni avec de la crème, parce que c'est le même animal. Je crois qu'il y a un truc au niveau de la mère et de l'enfant, je n'ai pas tout compris. Je ne suis pas théologien non plus. Donc la graisse de canard leur servait pour pouvoir préparer les mets à base de viande bovine. C'est très, très important. Donc, les Juifs se sont appropriés cette technique de gaver les animaux avec des dattes. Quand ils ont été persécutés dans l'Égypte antique, ils sont partis. Et ils sont partis dans la Rome antique. Arrivés dans la Rome antique, ils ont peut-être arrêté les hyènes et les hérons. C'était pas très pratique, peut-être pas très rentable, parce qu'ils en faisaient commerce aussi de ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont remplacé les dattes par des figues. Tu comprends maintenant pourquoi à Noël, on a notre petite terrine de foie gras aux figues. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais les bananes. Et je ne comprenais pas pourquoi ma grand-mère ou les gens qui étaient autour de moi faisaient du foie gras aux figues. Moi, j'aurais aimé qu'ils me fassent du foie gras à la banane. Mais non, parce qu'à l'intérieur de nous, on a un petit circuit imprimé. Je pense qu'on doit se passer de génération en génération sans s'en rendre compte. Ça s'appelle le 6e sens, l'émotion, qui fait qu'on a toujours ces techniques qui restent là. D'ailleurs, le mot foie et le mot figue ont la même étymologie en latin, fica, ficatum. Tellement ces 2 aliments étaient liés au niveau de la symbolique, tout est très très symbolique dans l'alimentation, et particulièrement ce qui touche à la viande. Et la viande, c'est l'animal vivant, c'est un terme très très général. La viande, comme le viandier de Taïwan, on va y revenir quand on sera au Moyen-Âge, c'est pas un livre sur la viande, le viandier, c'est un livre sur toutes les préparations culinaires qu'on peut avoir dans une cuisine de professionnels. Mais je vous reparlerai de Guillaume Tirel parce que c'est un monsieur extraordinaire. Et ça va, tu tiens le coup. Ah ouais, moi je suis à fond là. Et après, quand les Juifs ont été de nouveau persécutés dans la Rome antique, ils sont partis dans l'Est de l'Europe. Il y avait des religions plus ou moins tolérantes et ils sont surtout partis dans le Sud-Ouest, s'implanter chez ces fameux chevaliers cathares. Donc là, on est dans le Gers, on est dans l'Ariège, on est dans toute cette région-là où le foie gras est très très présent, parce que les chevaliers cathares, qui étaient des hérétiques aux yeux de l'Église romaine,
D'ailleurs, il y a eu la croisade en Albigeois justement pour les mater, ce qui a été le cas. Ils ont été massacrés. Mais eux, ils vivaient très bien leur religion, ils vivaient très bien avec les catholiques, ils vivaient très bien avec les musulmans et avec les juifs, parce qu'eux aussi, ils avaient compris qu'ils pouvaient faire du commerce un peu plus facilement. Il y avait le royaume d'Aragon juste à côté, après derrière, il y avait l'Espagne. Tout ça, la vie était complètement différente. Je te parle de ça parce que moi, quand j'étais gamin, je me prenais pas à jouer aux cow-boys et aux Indiens. Moi, je m'amusais à jouer aux chevaliers cathares. Donc, petit salut à Guy de Trancavel, à Raymond de Foix et à Raymond de Toulouse, parce que tous ces gens-là ont permis comment dirais-je, d'asseoir ce savoir-faire au niveau du foie gras dans le sud-ouest de la France. Cette culture du foie gras. Cette culture du foie gras. Et d'ailleurs, on en trouve beaucoup en Alsace. Pourquoi en Alsace ? Parce que c'était très protestant. Et les protestants sont quand même une religion qui était un petit peu plus tolérante que la religion catholique à une certaine époque. Maintenant, tout ça, c'est gentiment mêlé. Mais pour dire qu'au niveau de l'Antiquité, on sacralise l'alimentation. C'est-à-dire que déjà à l'époque, on donne une interprétation au mets qu'on va déguster en fonction de l'origine de la viande qu'on a. On mangeait de la girafe, on mangeait du lion, on mangeait tous ces animaux-là parce que des animaux volants surtout, mais ça va s'exacerber vraiment au Moyen-Âge, parce qu'on voulait encore s'approprier la symbolique de liberté, de force, de puissance et de rareté aussi que pouvait donner comme image ce genre d'aliments. Bah là, pour le coup, avec du foie gras de héron, la puissance de l'animal. Ben là, c'était... Tu m'excuseras, mais... C'était la grande classe. Foie gras de hyène, je sais pas, quand même, hein. Au niveau de la laine, surtout. Ok, bah ouais, c'est un sacré... bon. Alors là, on est en Antiquité, hein, ouais, Lucas. Ouais. Après, on n'a pas encore développé le Moyen-Âge. C'est ça. Okay. On y arrive au Moyen-Âge, tu veux qu'on y arrive ? On y arrive gentiment, mais les Grecs et tout ça aussi, ça consommait beaucoup de viande ou Mais non, justement pas. On consommait de la viande. Je te demande parce que moi, quand on parle d'Antiquité, direct, je pense à la Grèce, en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, il y a la Grèce, effectivement, il y a la Grèce, mais il y a l'Égypte, qui pour moi était très très importante au niveau de la compréhension de l'histoire de notre alimentation, puis la Rome antique, effectivement. Mais c'est vrai que la Grèce était très présente. Alors dans la Grèce, il s'est passé d'autres choses. C'était ces fameux obloyeurs qui étaient l'ancêtre des pâtissiers, qui préparaient des offrandes qu'on appelait les oblaras, et qui étaient souvent des sortes de pains farcis avec toutes sortes de choses à l'intérieur. Ça pouvait être des légumes, mais ça pouvait être aussi de la viande, et qu'on mettait au pied des statues des dieux pour se faire pardonner un péché ou pour faire une sorte d'allégeance spirituelle. Et puis je pense que quand les gens partaient, c'était les religieux qui mangeaient ça. C'était une manière de payer un péage déjà à cette époque. Ouais, bah c'était déjà, enfin, on parle souvent, enfin, on entend parler souvent de sacrifice, on parle pas de sacrifier des courgettes, quoi. On sacrifie des biches, enfin, des agneaux, etc. C'était aussi très, très symbolique, très spirituel. Tout à fait. D'ailleurs, pour revenir à ces Grecs, c'est là qu'est apparu le métier, pour moi, l'ancêtre même du métier de cuisinier, qui était maieros. M-A-J-E-R-O-S. Et ces maieros, c'était des hommes qui étaient à moitié prêtres, à moitié cuisiniers, et qui sacrifiaient justement les animaux. Et comme la femme, malheureusement, a toujours eu une image, donné une image par rapport, je dis, dans la religion, d'être impur, et etc., c'était souvent les hommes qui prenaient ce métier. En plus, tuer un veau, sacrifier un veau, ça devait pas être quand même la chose la plus facile. Ah, ça devait pas être sympa, ouais. Mais avant cette relation à la théologie, à la religion, à toutes ces choses-là, si tu regardes aussi sur la route des épices et la route de la soie, là on est en plein dans l'Antiquité, il y avait ces marchands qui voyageaient avec des dromadaires, qui charriaient toutes sortes de choses, hein, la soie, les épices comme on l'a vu, mais aussi des pierres précieuses, des épices aussi. Hein. Et ces marchands faisaient des étapes dans des fameux caravansérails. D'ailleurs, on les a eux-mêmes appelés caravansérails, mais les caravansérails, en fait, c'était l'ancêtre des motels. C'est-à-dire, t'arrivais, tu parquais ton dromadaire et puis tu dormais dans une chambre. Tu t'y faisais soigner, tu mangeais, parce que les femmes qui travaillaient dans ces hospés, ça s'appelait aussi des hospés, H-O-S-P-E. Ces hospés étaient des endroits qui étaient tenus par des femmes qui avaient un métier très très dur, parce qu'elles faisaient la cuisine, elles soignaient les gens et puis elles prenaient soin de leurs humeurs, parce qu'elles faisaient aussi le plus vieux métier du monde souvent, mais dans des conditions effroyables. Hein. Voilà, donc mais ça a été le seul moment dans l'Antiquité où les femmes ont vraiment eu une importance
au niveau de l'alimentation. Elles me font penser d'ailleurs ces femmes-là, ces fameuses mères qu'on a trouvées à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et particulièrement en France, qui remplaçaient en fait les hommes au fourneau qui étaient partis à la guerre ou ce genre de choses. Donc on avait ces mères qui ont mis en avant, qui ont exacerbé cette cuisine bourgeoise qu'on retrouvera dans la deuxième partie du XXe siècle. Okay. Mais dans l'Antiquité, effectivement, les hommes étaient très très présents et la symbolique autour de la viande était très très forte, ouais, avec ces fameux maieros. On aborde aussi rapidement le Rome, Rome avec ses fameuses orgies et compagnie, où j'imagine que la viande devait affluer. Alors moi, des infos très scientifiques que j'ai recueillies dans une série incroyable qui s'appelle Kaamelott. Waouh. Que je vous recommande. Produite par Wikipédia, je pense. Mais alors, tu sauras que c'est très recherché. Donc c'est une série sur le roi Arthur et tout ça. Mais ouais, je te coupe, mais t'as pas tort dans ce que tu dis, parce que tu sais, même des bandes dessinées comme Tintin, comme Astérix et Obélix, parce que toi, tu regardes des séries qui peuvent paraître un peu désuètes, enfin un peu simplistes. Moi, je lis aussi j'ai une littérature qui est parfois aussi simpliste comme Astérix et Tintin, mais ces auteurs, ces dessinateurs comme Hergé ou comme tous les deux, là, j'oublie Uberzo et Goscinny, se renseigner énormément sur ce qu'ils allaient traduire. Donc, je suis sûr que Kaamelott, ouais, effectivement, il y a des choses qui sont vraies. Là, en l'occurrence, dans Kaamelott, Alexandre Astier, le réalisateur, nous transmet que les Romains étaient beaucoup plus raffinés que ce qui se faisait chez les Visigoths, enfin, chez les Européens de manière générale, en fait, où ils étaient tout de suite à travailler avec du sucré aussi, faire des choses avec le miel, avec l'hydromel, etc. Chose qui ne se faisait pas du tout en Gaule ou en Grande-Bretagne. Enfin, c'est la Gaule, quoi, en fait. C'est la Bretagne, la Bretagne. Ouais, Britannia, exactement. Britannia. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui a eu en plus la chance d'organiser des orgies dans les arènes d'Avenches? Ouais, pour le 2000e anniversaire d'Aventicum, on avait fait 2 jours d'orgie. Voilà. Gastronomique, j'apprécie. Mais je voulais quand même garder ce petit côté. On est déjà 22h là. Ce petit côté un petit peu pampel-up. Toujours des moments olé olé. Non, parce que les orgies, on croit tous que les gens c'était allez, tout le monde apélos et puis on y va. Ouais. C'était pas ça. Les orgies, c'était vraiment des orgies gastronomiques. C'est-à-dire que c'était un moyen de passer du temps à table. On mangeait sur des tricliniums, on mangeait allongé. Alors on dit que c'était parce que c'était plus classe, parce qu'il fallait du mobilier. Et puis c'est surtout, moi je pense, c'est parce qu'on passait des longs moments à table, donc on mangeait allongé, c'était beaucoup plus confortable. Et puis ça favorisait aussi la deuxième partie de soirée, quand à la fin du repas, les dames de la maison se retiraient dans leurs appartements et étaient remplacées par d'autres dames plus compréhensives. mais pour revenir à ta question, parce que c'est ce genre de choses un petit peu olé olé ne nous intéresse bien sûr pas du tout. Et en revenant aux choses sérieuses, avec le côté viande, tout était symbole. Moi, quand j'ai préparé ces orgies romaines, j'ai pu traverser, j'ai lu beaucoup Apicus grâce à Gérard Abaye qui m'avait aussi prêté des livres incroyables et sur la cuisine romaine à l'époque d'Apicus. Apicus, rappelons-le, c'était un grand gastronome. Il y a eu Pline aussi, il y a eu Apicus qui était complètement fou. C'était un gars qui était politicien, un peu dandy, il faisait un petit peu tout. C'était un personnage très charismatique et qui était passionné de gastronomie et qui a écrit pas mal de choses, des Réan Coquina, toutes ces choses-là, où il laisse des traces en disant, voilà, ça c'est important la gastronomie. Je te prends un exemple concret, les crevettes. Un jour, il veut faire un banquet super important et il dit à son caucus, puisque les cuisiniers à l'époque, on les appelait des caucus, tu sais que c'était des esclaves qui coûtaient les yeux de la tête, on prenait soin de son caucus. Il y a même des traces écrites qui mentionnent que quand un maître de maison avec son caucus malade, son esclave, il appelait un médecin pour le faire soigner, parce que c'était la vitrine de la maison. C'est-à-dire, quand tu recevais quelqu'un, tu avais intérêt à lui en mettre plein les mirettes, parce que c'était faire une super orgie pour te la péter grave. Bref, Apicus demande à son caucus de lui faire un bon repas, et puis il va chercher des crevettes au marché, et il revient et il dit, écoutez, Seigneur, moi, les crevettes, elles sont vraiment moches, mais par contre, j'ai entendu dire qu'en Libye, sur les côtes libyennes, les crevettes, elles sont super meilleures. Ah ouais? L'autre, il affrète un bateau, il est parti en Libye direct. Apicus. Okay. Il est parti en Libye, il est arrivé sur les côtes libyennes, et là, il se dit, oh, alors finalement, il m'a dit que des bêtises, parce qu'elles ne sont pas si terribles que ça. Et donc, il est revenu. Pour dire qu'il y avait cet intérêt vraiment très, très fort pour la gastronomie, cette symbolique
recevoir et savoir recevoir. Un autre exemple avec Lucullus, qui était le général en charge de l'armée d'Asie. C'est lui d'ailleurs qui aurait, j'y étais pas, mais il paraît que c'est lui qui aurait ramené la pâte à nouilles. C'est pas Marco Polo. Marco Polo, c'est arrivé beaucoup plus tard, mais il a ramené cette pâte à nouilles. Il a ramené le gnocchmam, qui est devenu le garum. Hein. On en reparlera peut-être après si on a le temps. Il a ramené les cerises, il a ramené les pêches. Mais c'était un homme très très riche. Et Lucullus, un jour, appelle son caucus dans la maison et lui dit, écoute, ce soir, je veux que tu me fasses le meilleur banquet, le plus riche banquet du monde. Et l'autre, il dit, ah bon, combien de personnes, Seigneur? Il dira, une personne. Bon, il y aura une personne. Mais il lui dit, c'est vraiment une personne, je veux vraiment que tu prennes super soin d'elle. Et l'autre, il dit, ah bon, mais c'est qui cette personne? Tu vois, il pensait que c'était César, enfin, je sais pas, le dictateur de l'époque. Il lui dit, ce soir, Lucullus reçoit Lucullus. Ça, c'est une histoire vraie, donc. Mais c'est incroyable pour dire qu'il y avait vraiment cette symbolique très, très forte par rapport à tout ça. Et des anecdotes comme ça, j'en ai des wagons, parce que en même temps que je te raconte ça, je pense à Cléopâtre, qui, tu sais, Cléopâtre a été la maîtresse de César, avec qui elle a eu un enfant qui s'appelait Césario, qui a complètement disparu, il est sorti du radar, on l'a plus jamais retrouvé. Et puis après, je pense que c'était aussi à des fins politiques, elle s'est mise avec Marc-Antoine, qui était le neveu de Jules César, sauf erreur. Et quand c'est Aurèle, je crois, ou Octave est venu leur foutre sur la figure en Égypte, ils sont morts de ça. Mais avant ça, Marc-Antoine, le romain, latin, il se moquait un petit peu de Cléopâtre en disant « toi, tu es l'impératrice d'un pays qui est vraiment has-been, et puis vous avez fait des grandes pyramides et des palais, mais maintenant vous ne savez plus rien faire et tout. Même un grand banquet, vous ne pourriez pas faire. » Et puis Cléopâtre, un peu piqué au vif, lui dit « Je ne saurais pas faire un grand banquet. Mon peuple, on ne saurait pas faire un grand banquet. » Il dit, bien sûr, nous, les Romains, on est beaucoup plus forts que tout et tout. Et là, Cléopâtre lui dit « Écoute, tu viens demain. Demain, je te fais le repas le plus cher du monde. Le plus cher du monde. T'entends bien? Marc-Antoine, demain, tu te fous de moi. » Et puis, il s'en va. Et le lendemain, il arrive. Et là, il y a une table nue avec un verre au milieu de la table. Et là, il dit, c'est ça ton repas le plus cher du monde? Et elle dit, oui, regarde bien. Et Cléopâtre avait à l'époque une paire de boucles d'oreilles avec des perles énormes, paraît-il. Et elle prend ces 2 perles, elle les jette dans le verre qui en fait était rempli de vinaigre. Donc, le vinaigre commence à dissoudre la nacre, en fait, le nacre, je ne sais pas comment on dit, et les perles se dissolvent là-dedans, se dissolvent, et puis elle donne le verre à Marc-Antoine et elle dit, voilà, maintenant tu peux manger le repas le plus cher du monde. C'est une belle histoire. C'est incroyable. Ouais, mais on n'est pas dans la viande, mais c'est pour dire que l'alimentation était juste incroyable. On était vraiment dans des choses complètement folles. Et pour revenir à mes fameuses orgies romaines que j'ai organisées avant... Mais attends. Avant de revenir sur les orgies, parce que tout le monde veut savoir, mais ça, c'est le plot, c'est le synopsis du film de Alain Chabat, Mission Cléopâtre, en fait. Mais oui, complètement. C'est de ça qu'ils s'inspirent. Mais ils se sont inspirés aussi de ça. Ils sont pas... De cette histoire. C'est pas... Alors, là où les films humoristiques sur l'histoire... Parfois, exagère un petit peu. Les visiteurs, clairement, là, ça fait... On croit qu'au Moyen-Âge, ça pouire. On n'était pas vraiment là-dedans, mais on n'est pas encore arrivé au Moyen-Âge. On n'est pas encore là. Donc, reprends sur tes orgies, Je excuse-moi. reprends donc sur mes orgies en préparant ces repas. J'étais très surpris de découvrir des recettes qui me paraissaient complètement folles, dont 2 recettes. Alors, on a essayé de l'interpréter, nous, à notre manière, avec Gabriel Serrero et Julien Lerouxel, que je salue bien s'ils sont là, s'ils nous écoutent, ils nous regardent. Mais donc, c'était l'idée de présenter un œuf d'autruche sur les plats. Et que l'œuf, il faut savoir que depuis le début de l'humanité, ça symbolise l'éternité, ça symbolise la naissance, ça symbolise toutes ces choses qui sont une sorte de garantie sur le futur, en fait. Tu vois, tout ça, c'est très, très symbolique. Et il servait un œuf d'autruche et... Il paraît que quand les gens cassaient l'œuf, il y avait un oiseau vivant qui sortait de cet œuf. Alors moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Nous, on l'a interprété d'une certaine manière, c'est qu'on avait fait une sorte d'œuf en pâte et on avait mis dedans un oiseau cuit. Mais l'idée, c'était ça. Une deuxième recette que j'ai trouvé complètement impossible à faire. Tu sais qu'il y a certainement 3-4 auditeurs qui sont tombés dans les pommes. Ce que tu dis. Ah ouais. On a mis un oiseau cuit. Un oiseau cuit, une volaille, je crois que c'était une caille. Hein. Ah, bah rassurez-vous, on n'a pas pris un moineau et une perruche. D'ailleurs, si je fais une petite parenthèse moineau, je ne sais pas si vous avez été au Liban, mais le Liban, c'est un pays extraordinaire. Il faut savoir que c'était
comment dirais-je, la porte d'entrée sur la route de la soie et la route des épices dans l'Antiquité. Et Baalbek était une cité juste incroyable, Byblos à côté de Beyrouth. Et ben, si tu pars de Beyrouth maintenant à l'heure actuelle et tu vas sur la plaine de la Bekaa, sur Baalbek et compagnie, il y a plein de petits restaurants sur le bord de la route qui payent pas de mine. Alors tu rentres là-dedans, mon gars. Tu manges les moineaux, ça s'appelle. Et en fait, dans la plaine de la Bekaa, ils mettent de la glu sur les arbres. Et puis quand les moineaux se posent, ils les ramassent et ils les cuisent entiers carrément. Et tu manges tout le moineau, sans les plumes, bien sûr. Et c'est super bon, c'est très, très délicat. Donc les moineaux, c'est bon. Ok. Là, j'ai fini de dégoûter les 2-3 auditeurs qui avaient tourné. C'est bon, on m'a dit dans l'oreillette qu'ils sont tous partis. Allez, on continue. Et puis une deuxième recette quand même assez folle. Alors là c'est complètement barré. Mais à nouveau... c'est pour donner du symbole aux choses. Le coq, qu'on voit souvent sur les clochers d'église, beaucoup en Suisse d'ailleurs, moi je me suis souvent dit, mais ils sont francophiles les gars, ils aiment la France pour mettre des coqs partout. En fait, pas du tout, c'est que le coq est le symbole de la Renaissance. C'est-à-dire que le coq gueule tous les matins, enfin il chante tous les matins, et le fait que dans la symbolique, dans la spiritualité, le fait qu'il chante comme ça tous les matins, ça symbolise la Renaissance. Et ils avaient une recette de coq, comme ça, écoute bien. À la base du cou, ils mettaient une ficelle, ils serraient très très fort la base du cou. Dans le bec, ils injectaient du mercure. Ils gavaient le cou de l'animal avec du mercure. Ils fermaient le haut du cou, donc il y avait 2 ficelles comme ça. Et ils cuisaient le coq comme ça. Quand le coq sortait du four, ils remettaient dessus la peau avec les plumes crues. Ça, tu vois l'hygiène un peu. Donc, ils reconstituaient l'animal et ils amenaient l'animal comme ça, qui n'était plus un animal, qui était un poulet cuit, en fait, un coq cuit, avec ses plumes. Et au dernier moment, ils desserraient la ficelle du haut. Le mercure, avec la chaleur, a la particularité de se dilater, d'augmenter de volume et d'exercer ainsi une pression sur les cordes vocales, ce qui fait que le coq, au moment où on le servait, on défaisait la ficelle et il faisait une dernière fois. Non mais c'est complètement barré ce que je vois. C'est sidérant même. Mais c'est pour dire jusqu'à quel point ces gens-là sont allés. C'est pour ça maintenant quand on a des cuisiniers qui vont c'est super, moi j'ai inventé un truc de dingue, je vais vous faire une vapeur de je sais pas quoi. Je me dis super, mais on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Toutes ces choses-là étaient même beaucoup plus folles avant qu'elles ne peuvent l'être maintenant. Okay. Donc l'Antiquité, voilà. Et beaucoup d'abats. Sachez que le jour où je participe à Top Chef, j'ai une recette un peu spéciale. et puis beaucoup d'abats. Moi, je trouve ça excellent. Et c'est grâce à ces orgies romaines que j'ai pu aussi manger pour la première fois des tétines de truie. Et alors, on parle beaucoup du foie, de tous ces abats. On parle aussi des tétines de vaches fumées. Tu sais que ça se faisait encore il y a 50 ans en arrière dans nos contrées. Pourquoi ça se fait plus ? Parce que on a beaucoup trop humanisé. On se la pète un peu. On est devenu snob dans notre alimentation, d'une manière générale. J'en ai parlé déjà une fois, ou peut-être je vais vous en reparler, mais rien que le fait de dire « Ouais, maintenant, moi, je fais ci, moi, je fais ça, non, je suis intolérant, je suis machin, je fais truc. » Et maintenant, avec cette nouvelle chose qui vient de sortir, qui est complètement terrifiante, c'est le flexitarisme. C'est qu'en fait, on mange de tout. Voilà. Mais on dirait que c'est ringard de dire « Moi, je mange de tout. » Mais il faut presque s'excuser maintenant. Il faut un terme. Ouais. Maintenant, tu manges avec des gens, on te dit « Toi, moi, je mange de tout. » Mais tu as l'air presque d'emmerder tout le monde, quoi. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Les abats, mais c'est tellement incroyable. Et puis ces tétines de truie, alors c'est un peu gore quand tu vois ça, c'est blanc, ça ressemble à une prothèse mammaire, hein, mais c'est tellement bon, c'est un petit côté lacté comme ça, c'est légèrement, ça a la texture un petit peu de la tétine de vache, c'est excellent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester. C'est là où je suis plus d'accord avec, je diverge un peu de cette tendance qu'on a à l'heure actuelle avec cette humanisation de notre alimentation à outrance. On en reparlera certainement quand on va arriver à notre époque, mais c'est qu'il faut manger tout dans l'animal. L'animal, on l'a sacrifié pour nous, pour notre propre plaisir, certainement égoïste, mais en attendant, on l'a sacrifié. Donc, ça veut dire quoi ? Que c'est respecter un animal que dire « Ouais, moi, je vais manger le filet de bœuf, l'entrecôte, un petit tartare, et puis le reste, c'est bon pour la poubelle. » Ça va pas. Ça, c'est pas respecter un animal, clairement. Toi, tu estimes et tu prônes que quand on mange un animal, il faut utiliser toutes les parties de l'animal. Il faut tout le consommer. C'est ça le respecter. Hein. Tu sais, il y a les Inuits, toutes ces civilisations qu'on peut prendre pour des gens très primaires. En fait, c'est des gens qui ont des convictions, qui ont des principes qui sont beaucoup plus respectueux de la nature que les nôtres. Ces gens-là, ils ne sont pas dans la bobo-attitude, ils sont dans quelque chose de très fort. Et quand ils vont sacrifier un animal, déjà, ils le remercient.
il lui demande pardon et il mange tout. Mhm. Pourquoi nous, on ne fait pas ça? Nous, on est là, on dit oui, mais la viande, ça coûte cher. Forcément que ça coûte cher. On a un tel mauvais ratio. C'est-à-dire qu'on balance tellement. Si on mangeait déjà un peu moins de viande, ce serait déjà pas mal. Si on en mangeait 2 à 3 fois par semaine, essayez de manger des lentilles. C'est super bon, les lentilles. Et si on en mangeait déjà 2 à 3 fois par semaine, au lieu d'en manger 2 à 3 fois par jour, si on mangeait de la viande locale, de la viande qui fait travailler une économie, si on faisait en sorte de tout manger dans l'animal, on serait super heureux. Moi, je collectionne beaucoup de livres anciens de cuisine. Je suis impressionné de la diversité des préparations carnées qu'on peut avoir dans notre alimentation. C'est juste incroyable. Pourquoi dans la technologie culinaire suisse, tu as une base de cuisiniers, tu le sais comme moi, tu les connais par cœur, on a 14 méthodes de cuisson. 14 méthodes de cuisson. Au début, quand j'ai découvert ça et compris ça, je me suis dit, c'est des psychopathes, les anciens. Ils n'avaient rien à faire que d'inventer. Tiens, aujourd'hui, pour emmerder les apprentis du 21e siècle, on va encore inventer une méthode de cuisson. Pas du tout. C'est juste parce que on a compris depuis la nuit des temps que presque chaque aliment répond à une méthode de cuisson spécifique et propre à lui-même, à cet aliment, et qui fait que là, on arrive à respecter l'aliment en tirant le maximum au niveau des propriétés organoleptiques. C'est comme ça s'applique aussi en extension aussi aux légumes, je trouve, aux fruits, où on a tendance à on les épluche, on les travaille, on enlève le petit bout vert qu'on n'aime pas et tout ça, alors que on devrait tout consommer, quoi. Exactement. C'est le même principe. C'est fou. On arrive au Moyen-Âge, parce que sinon... qu'est-ce que tu as à nous dire, Jacouille, sur... OK. Non, ce que j'ai à dire sur le Moyen-Âge, c'est qu'il y a quelque chose de très, très important qui va arriver, c'est la religion chrétienne, mais version au maximum. Là. Ils sont plus persécutés par les Romains. Hein, c'est fini le petit poisson qui servait de rassemblement en cachette dans les grottes ou dans les caves de Rome. Là maintenant la religion est très présente, la religion chrétienne. Et il y a 2 congrégations très, très puissantes, les clunisiens et les cisterciens, et on en a beaucoup ici en Suisse romande, qui ont commencé à prendre à leur charge l'alimentation. C'est-à-dire que stop, on arrête de manger allongé, parce que forcément, ça favorise la deuxième partie de soirée, on en a parlé avant. Mais on va manger assis, déjà. On essaye de manger droit sur ses fesses et pas sur une fesse, comme, je sais pas si ça t'est arrivé, moi quand j'étais gamin, ma mère me disait « Arrête de te balancer sur ta chaise, tu vas être tout tordu quand tu seras grand. » Je me disais, elle exagère un petit peu. Mais en fait, c'est juste parce que, voilà, on essaye de manger droit pour soi-disant faciliter la digestion, mais c'est surtout pour avoir un respect à table. C'est-à-dire, ce sont des conventions. Manger droit. En plus, il faut savoir que la position droite permet d'avoir un lien beaucoup plus direct avec le ciel qu'on pouvait l'avoir avant. Tout est symbole, mais version puissance 10. Là. On est vraiment dans quelque chose de dingue. Donc, on commence à manger assis, et les nappes, tout ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois. On fera les arts de la table au Moyen-Âge, parce que ça aussi, c'est un truc complètement dingue. Mais au niveau de la viande, il faut savoir que les moines cisterciens avaient ordonnancé pas seulement les menus avec les 5 services cisterciens, mais aussi les aliments par rapport aux autres. C'est-à-dire que comme on est dans la verticalité entre la terre et le ciel, un aliment, plus il est proche du ciel, plus il va être proche des anges. Donc, il y a Dieu, il y a les anges, et en dessous des anges, il y a qui? Il y a les oiseaux. Et les oiseaux sauvages, qui volent plus haut que les oiseaux domestiques. Donc, il y a toute cette, comment dirais-je, une sorte de hit parade, en fait. Tu vois, c'est une sorte de hit parade, et plus on va se rapprocher de la terre, moins les aliments auront de prestige par rapport à la dimension divine qu'ils pourraient avoir par rapport aux règles cisterciennes. Je prends l'exemple tout bête, l'oignon, la carotte, qui n'était pas vraiment la carotte qu'on connaît maintenant, mais ces aliments qui sont des légumes racines, qui poussent dans la terre, n'ont pas vraiment de prestige et étaient d'ailleurs un peu la nourriture des gueux, c'est-à-dire des pauvres qui s'en accommodaient très bien. Le paroxysme, c'est vraiment la truffe. La truffe, c'est la classe, la truffe. Hein. Ça coûte super cher, la truffe. Bien sûr. La truffe, au Moyen-Âge, on a donné un cochon à manger. Et oui, parce que c'était noir, symbole du diable. C'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas au niveau de l'agriculture. On a beaucoup de peine maintenant. Il y a des très bonnes truffes à Bonvillard, mais là, on est en mode un peu avoir de la chance. Mais on commence à mieux aller avec cette truffe. Mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Donc, tout ce qu'on ne maîtrisait pas, c'était le diable. Hein. Et puis, ça poussait sous la terre. Et on sait que le diable vit dans les entrailles de la terre. Comme quoi, ok. Et donc, en plus de ça, les cochons qui n'ont jamais eu une bonne réputation, les cochons adorent les truffes. Donc on les donnait à manger aux cochons. Ok. Et tu sais pourquoi on les donne à manger aux cochons?
Je te fais un petit peu, c'est la période érotique parce que les arômes des truffes sont des molécules volatiles qui ressemblent étrangement aux phéromones émises par les truies en chaleur. Voilà pourquoi on va ramasser les truffes avec des veras, c'est-à-dire des cochons entiers. Ok. Non pas qu'avec des chiens. Ok. Parce que c'est connu que les cochons trouvent plus rapidement les Les veras. Un cochon, il s'en fout. Lui, il est castré, il s'en tape. Mais un vera, lui, qui est un peu énervé des pattes arrière, là, suivant les Donc, saisons. un vera, c'est un cochon entier, qui a tous les attributs pour faire d'autres petits cochons avec Madame Truie. Et lui, il a un odorat qui est très orienté sur ses phéromones. Et ces phéromones, on les trouve dans la truffe. Tu vois, 100%, si on faisait ce podcast en live, je te garantis que 90% de l'audience, il t'aurait dit c'est quoi un vera. Direct. Genre, c'est sûr et certain. Alors, ceux qui savent ce que c'est qu'un vera, levez la main. Tu vois, il y en a pas mal. Mais voilà, donc pour dire qu'au Moyen-Âge, la symbolique est incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'un animal, plus il est proche du ciel, mieux il est. Un animal, alors les végétaux, c'est la même chose. Hein, les riches mangeaient des pommes et des poires. Ça poussait dans les arbres, donc plus proche du Seigneur. Les cerises aussi. Par contre, les fruits qu'ils mangeaient, qu'il y avait par terre, ça c'est pour les gueux, tu vois. Mhm. Et il y a bien sûr... Pareil, à nouveau, on retrouve un peu des principes de symboles comme on pouvait les avoir dans les orgies romaines, où le principe est de prendre un cygne, par exemple, ou un héron, l'ouvrir, récupérer la peau, lui décoller toute la peau en laissant les plumes dessus. On récupérait la chair, on retirait les os, on retirait tout. On refaçonnait avec de la farce de viande dans laquelle on mettait beaucoup de pain, parce qu'on consommait jusqu'à 1,6 kg de pain par jour au Moyen-Âge. Et on refaçonnait l'animal de sorte à lui donner sa forme primitive. Ça, j'ai déjà essayé de le faire. C'est super spécial à faire. Et on cuisait l'animal comme ça au four, et quand il était cuit, on remettait la peau crue comme ça, et avec les plumes, on refaçonnait l'animal. Alors on lui plantait des pics en bois dans tous les sens, parce qu'il fallait qu'il tienne. Et on envoyait ça sur des brancards en salle, ces fameux banquets romains, banquets du Moyen-Âge, où on arrivait comme ça, et c'était la symbolique, parce qu'il y avait le pan avec toutes ces plumes ouvertes comme ça. Et en fait, l'animal était cuit. Et là encore, on s'appropriait la force de l'animal en mangeant l'animal tel qu'il était présenté. C'est lunaire. C'est complètement fou, hein. Complètement fou. Et ça a perduré, on le retrouve, tu sais qu'on le retrouve jusqu'au XVIIIe siècle. Ah, quand même. Ouais, quand même. C'est-à-dire qu'on ne perd pas cette dimension de force, de liberté, de puissance que peut avoir l'animal sauvage. C'est pour ça qu'on mangeait de la charcuterie, certes, mais c'était pas quelque chose qui était très, très waouh. Si on voulait se la péter, vraiment, on mangeait de la chasse. Parce que la chasse, c'est quelque chose de dingue. Et ça, on retrouve au XVIIIe siècle où on n'avait pas le droit de chasser. Au XVIIIe siècle, les pauvres ne pouvaient pas chasser. Essaye maintenant. Maintenant plus, parce que maintenant, il faut un permis. C'est un peu la même chose, sauf que tu payes à l'État au lieu de payer un seigneur. Mais l'État, c'est un seigneur maintenant. Donc, mais à l'époque, ce qui se faisait, c'est que les pauvres n'avaient pas le droit de chasser, parce que pour chasser, il fallait avoir des terres. Et pour avoir des terres, il fallait être riche. Donc c'est ainsi que quand on recevait des gens, on faisait ce qu'on appelait de la viande, mais qui était en fait de la chasse. Et ça permettait de dire aux gens, vous avez vu, moi, j'ai des terres, hein, parce que là je vous fais un sanglier, après vous allez voir, il y a des cerfs qui vont arriver et tout le bazar. Hein. Non, mais ça se tient, parce que aussi au travers des séries, des films et tout ça, on organise entre riches, on va à la chasse, etc. Et c'est un vrai événement, où on va chasser le cerf, etc. Enfin, c'est un événement, ouais. Comme maintenant on va inviter un chef d'État, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi j'invite pas souvent des chefs d'État dans ma ferme, mais à faire une partie de golf. À l'époque, c'était on va vous inviter à chasser, parce que vous allez ainsi participer à cette spiritualité qu'il peut y avoir avec la chasse, avec la liberté, la puissance, la force de l'animal, etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau historique de la viande, mais de ce fait, on ne mangeait pas beaucoup de la viande. On mangeait de temps en temps, voilà. Mais ce n'était pas forcément ce qu'on recherchait le plus, quoi. En plus, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de réfrigérateur. Premier réfrigérateur, 1854, je vous le fais de tête, exposition industrielle de Munich. Et il ne faut pas croire qu'en 1855, tout le monde avait son frigo à la maison. Hein. D'ailleurs, Frigo, c'est un imité de Frigidaire, qui est une marque de réfrigérateur. Une fois, je parlais avec un vieux chef de cuisine, paix à son âme, Jean-Marie Ducommun, qui était un grand chef de cuisine dans les années 70-80 sur Lausanne. Et lui était très fier un jour de me dire qu'il a été le premier chef de cuisine à avoir une chambre froide à Lausanne. Première chambre froide à Lausanne, premier frigo donc. Hein. Ouais. 1940. 1940, c'est tard. Hein. C'est vachement tard. C'est-à-dire qu'avant, on conservait les aliments comme on pouvait. On conservait par séchage, par salage, par fumage, par marinade. C'était les 4
principe qu'on a maintenant de conservation sans froid, en fait, parce qu'il fallait bien trouver des solutions. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est presque accessoire, quoi. Quand on voit ces grandes armoires frigorifiques à la Migros, à la Coop, enfin dans toutes les grandes enseignes, hein, je ne veux pas leur tirer sur une en particulier, mais qui refroidissent la moitié de leur magasin avec juste ça, quoi. Donc c'est clair qu'on a vachement évolué, quoi. Alors, je ne sais pas si on a évolué. Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Moi, je dirais qu'on a plutôt régressé. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, tu sais que moi, je suis un passionné d'histoire de l'alimentation. Et une fois, on m'a commandé une conférence sur l'histoire de la gestion des déchets. Tu sais, c'est très tendance, la durabilité. Ouais, super et tout. Donc, on m'avait commandé une conférence sur l'histoire de la gestion des déchets en cuisine, hein, d'ailleurs, chez les pros. J'ai dû m'arrêter en 1854. C'est comme ça que j'ai découvert que les réfrigérateurs étaient inventés en 1853, en 1854. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, cette invention du réfrigérateur qui est pour moi le truc de fou, t'inventes un truc qui va te sauver la vie, puisque ça va te permettre de conserver tes aliments. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'intoxication et ce genre de choses. Et ben, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à ne plus respecter notre alimentation et commencer donc à gaspiller. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, en Suisse, qui est un des plus beaux pays du monde, mais qui est aussi un des plus riches pays du monde, et comme dans tous les pays les plus riches du monde, il y a énormément de gaspillage. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte qu'en Suisse, on est à 37% de gaspillage alimentaire. Wow. Et en même temps, le réveillon de fin d'année qu'on peut imaginer, qui est normalement le 31 décembre, nous en Suisse, il est, je ne sais plus la date exacte, mais le 9 ou le 16 mai. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à cette date-là, on a utilisé ce que notre pays peut produire. C'est-à-dire qu'on vit à crédit le reste de l'année. C'est-à-dire que presque les 3/4 de notre consommation, elle est à crédit. En fait, il nous faudrait 3 planètes de plus, 3 Suisses de plus pour pouvoir vivre indépendant. Wow. Ça scotche un peu, hein, ça calme. Hein. Je dis ça parce que... ça met les pieds dans le plat, si je puis me dire. Oh. Mais c'est surtout que moi, quand on me dit, ouais, alors là, on va rentrer dans l'histoire contemporaine, parce que j'ai des grands amis qui sont les antispécistes, les véganes, j'ai rien contre eux, je crois que ça passe assez bien le courant, parce qu'ils ont compris aussi que je suis pas dans cette dynamique de prôner la consommation de viande à outrance. De surconsommation. C'est le militantisme qui me pose un problème, où, par exemple, on me dit, tu respectes pas les animaux, etc. J'en ai parlé avant. Moi, je dis non, c'est pas ça. Voilà, comme j'ai dit avant aussi, il faut respecter un animal, c'est tout manger. Et puis surtout, avant de venir me caillasser ma façade, comme c'était le cas quand j'étais à Vevey, ou quand on me peignait sur le mur à la bombe, assassin, moi j'ai envie de dire, commencez par le début. Et le début, pour ces militants antispécistes, hein, c'est déjà de s'occuper de certaines religions qui ont la particularité de tuer l'animal à vif. Je vous explique. Quand on tue un animal, il faut sortir le sang le plus vite possible. Sinon, on n'a pas une bonne qualité de viande et une mauvaise conservation. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, on égorge les animaux. Nous, on est en Europe, en Occident, même un peu partout dans le monde, on étourdit, on dit pudiquement qu'on étourdit l'animal. Enfin, il n'est pas étourdi, hein. On lui met quand même un pistolet percuteur sur la tempe. Moi, j'ai vu faire, je peux dire qu'il y en a pas un qui s'est relevé en disant « Putain, je suis étourdi. Hein. » Mais... Doliprane, ça. Vous n'avez pas un petit cachet d'aspirine parce que j'ai un de ces mal de tronche. Non, l'animal, il tombe. Mais tout de suite après, on l'égorge. Alors qu'il y a certaines religions où on égorge l'animal à vif. Il y en a même certaines où on doit mettre l'animal la tête en bas et orienter selon une certaine direction. Et moi, je me dis, avant de me caillasser moi et venir me faire des misères, moi, je les attends, hein, j'ai aucun souci avec ça. Mais peut-être s'occuper de ça. Mais là, c'est un peu le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire, et puis on pousse un peu la poussière sous le tapis parce que comme on parle de religion, et puis on sait qu'à l'heure actuelle, sur beaucoup de soucis au niveau du respect, au niveau de tout ça, on n'en parle pas, quoi. Et moi, je dis non, stop, commencez par le début. Commencez par vous occuper des gens qui égorgent les animaux vivants. Moi, je connais des gens qui louent leurs abattoirs. Ils me disent quand on loue des abattoirs à des congrégations religieuses, il y en a jusqu'au plafond, quoi. Donc, peut-être qu'il faudrait commencer par le début. Eh ben, écoute, je pense que j'avais prévu pas mal de rubriques, mais qu'on a répondu, en fait, sans le vouloir. Donc très bien pour nous. La question subsidiaire, j'ai envie de dire, l'ultime, le boss final du truc, c'est que est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer à consommer de la viande? Oui, il faut continuer à consommer de la viande. Et là, je pense à ma petite maman quand je dis ça, parce que moi, un temps, je voulais plus manger de viande de cheval, parce qu'on vient d'une famille de cavaliers, on a toujours eu des chevaux. Et puis, voilà, le cheval, donc, pour moi, avait pris une dimension humaine. C'est-à-dire, C'était mon frère, c'était mon copain, voilà. Mm-hmm. Et ma mère m'a dit non, il faut continuer à manger de la viande de cheval.
Parce que dans notre famille, on a toujours mangé de la viande de cheval. Et pourquoi ? Parce que le jour où on arrêtera de manger de la viande de cheval, il y aura des races qui vont disparaître. Donc, il ne faut pas arrêter de manger de la viande. Enfin, c'est ce que je propose. Moi, je dis qu'il faut en manger moins et de meilleure qualité et surtout de la viande locale. Il faut arrêter, quand on me dit « oui, mais non, l'écologie, machin », de manger de la viande, comme on peut voir la publicité à la télé des fois, juste avant le JT, de certaines grandes surfaces qui proposent de la viande qui vient d'Uruguay à 40% de réduction. Moi, je me dis, elle n'est pas venue à la nage, cette viande. Donc déjà, il y a une empreinte carbone qui est juste hallucinante. Et puis, je me dis, le pauvre producteur en Uruguay, combien il touche, ce gars-là ? C'est-à-dire que lui, sa propre viande, il a. Mais alors, je peux vous garantir, il n'a pas les moyens de manger sa propre viande. Donc, laissons à ce monsieur sa viande. Alors, on va lui laisser en n'en achetant pas. Et faisons travailler notre monde agricole ici en Suisse, qui a beaucoup de problèmes pour survivre. Et les paysans, il faut arrêter de croire qu'ils vivent bien parce qu'ils tirent le diable par la queue. Donc, au lieu de partir sur des premiers prix qui vous permettront peut-être de manger tous les jours de la viande, espacez un petit peu et faites-vous plaisir avec une bonne pièce de viande. C'est ça qu'on essaie de véhiculer. C'est ça qu'on a envie de dire. Et puis manger de la viande qui a du goût. Je prends l'exemple du filet de bœuf. Tout le monde me dit « ouais, le filet de bœuf, c'est génial. Un bon filet de bœuf. » Mais quel est l'intérêt de manger du filet de bœuf ? Ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de goût. Et puis c'est cher. Pourquoi c'est cher ? Parce que je crois qu'un filet de bœuf, ça fait quoi ? 4 kilos, 4-5 kilos. Il y en a 2 par bœuf, par vache. Donc autant te dire que c'est pour ça c'est assez rare. Mais pourquoi ça a toujours eu ce côté waouh ? Parce qu'à l'époque, ça a toujours été rare, donc c'était cher déjà à l'époque. Puis aussi, c'était tendre. Donc c'était tendre. À l'époque, on avait une dent tous les 8 mètres, donc on était bien content de manger de la viande tendre. Ouais, clairement. Pourquoi le filet de bœuf est tendre ? Tu sais pourquoi ? Parce que c'est le muscle de la reproduction, en fait. C'est le muscle qui permet à l'humain de marcher debout, droit. Parce qu'il y a les contre-filets derrière, on a des filets à l'intérieur. Mais le bœuf, il marche à 4 pattes, donc lui, il s'en fout de marcher debout. Donc c'est un muscle qu'il utilise quasiment pas. Il l'utilise que pour faire un mouvement de bassin. Tu vois ce que je veux dire ? Comme le bœuf va rarement en boîte de nuit, on peut imaginer que ce mouvement de bassin, il le fait que pour la reproduction. Ouais. Et en plus de ça, le bœuf est un animal castré généralement, donc il y a vraiment aucun intérêt à manger ça. C'est bon, c'est bon, ça va, mais mangeons tout dans l'animal. Donc comme on a quand même un certain fil rouge à tenir dans les pieds dans le plat, c'est les aliments aphrodisiaques évidemment. Je me disais, le filet de bœuf, c'est pas forcément un élément aphrodisiaque, mais qui a une consonance un peu aphrodisiaque, j'ai l'impression, vu ce que tu nous expliques. Ouais, non, je pense pas qu'on ait mangé du filet de bœuf pour se donner du cœur à l'ouvrage. Mais il faut savoir quand même que la viande a toujours eu depuis la nuit des temps la particularité d'échauffer l'esprit. On l'a vu, on le verra, on l'a vu avec les épices, c'est-à-dire qu'on mangeait avec les 4 humeurs et la viande. On avait la goutte à l'époque. Tous les riches avaient la goutte. C'est la maladie du riche, en fait. Si tu manges trop de viande, tu as de la goutte, en fait. C'est l'acide urique qui est dans les membres et surtout dans les extrémités des membres. Mais bref, où je veux en venir avec ça, c'est que ça n'a pas de relation avec le côté aphrodisiaque, je ne pense pas. Ça a plus le côté prestige. Bon, sans transition, on va passer à l'actu gastronomique. J'ai rassemblé quelques informations qui semblent plutôt pertinentes. Tu sauras qu'en 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a estimé la production mondiale annuelle de viande à 361 millions de tonnes. Cela se traduit par 118,6 grammes consommés par personne et par jour. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est monstrueux, comme on dit. C'est monstrueux. Mais ce serait intéressant dans ce reportage de faire le calcul, parce que c'est ça qui est encore plus monstrueux que ce que tu viens de dire, c'est de savoir le gaspillage. Parce que 118 grammes de viande, si tu fais le calcul, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, c'est un petit pourcentage de ce qui est produit. Parce que tout le reste, ça passe où ? Alors ça passe beaucoup pour la nourriture des animaux, un chien, un chat, les petites croquettes, les machins, mais ok, d'accord, à la limite tu peux dire l'honneur est sauf, mais il y en a beaucoup qui partent à l'équarrissage, carrément. Ça va pas, il y a un problème avec ça, ça va pas. Un problème d'utilisation des déchets, on est d'accord, et peut-être qu'on a matière à en faire un épisode. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'éducation au goût, les gens ne cuisinent plus à la maison. Faites-vous une fois une bonne joue de bœuf braisée, cuite comme ça dans un faitout au feu de bois, mais c'est à pleurer tellement c'est bon. Tu mets 2 ou 3 bouts de carottes, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup. Mettez pas ces poudres industrielles qui sont dégueulasses et qui sont pleines de cochonneries. Il y a plein d'additifs alimentaires là-dedans, des exhausteurs de goût, du sel, il y a même du sucre dans la viande, dans ces préparations, ces plats cuisinés, n'en parlons même pas. Mais faites-vous des pièces
qui ont un peu plus de tissu conjonctif, comme de l'épaule, comme des parties peut-être moins nobles, mais qui seront très goûteuses. Bien sûr, des jarrets, des trucs comme ça. Tu sais, je me suis fait à midi, c'est marrant qu'on parle de ça. À midi, je me suis fait un paleron, un bout de paleron que j'ai fait sauter comme ça, un truc fait artisanalement. Le paleron, c'est une viande normalement dans la technologie culinaire qui est une viande B, donc longue cuisson. Moi, j'ai fait juste comme ça, sauter, comme ça. J'ai rajouté dedans du riz que j'ai cuit avec de la cardamome et j'ai rajouté une petite brunoise d'aubergine et de courgettes avec un petit peu de gingembre, des zestes de citron. C'était, mais je t'assure, c'était une tuerie. Je me suis fait un plat énorme. Bon, là, j'avais pour 2 jours, j'ai tout bouffé. Il n'y a pas de reste. Et il n'y a pas de reste, c'est l'avantage. Et c'était tellement bon. Ok, simple, efficace. Voilà, pas trop d'éléments, c'est ce qu'on prône au final. Il existe une carte créée par la même FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui montre les différents pays consommateurs de viande et surtout quel type de viande. Hyper intéressant, je vais te la montrer tout de suite. Donc tu vois, Ouais. je sais pas comment vous allez la voir à l'audio, mais c'est très intéressant. Il n'y a pas voir grand-chose. En même temps, moi, je comprends pas grand-chose. Ce Non. que je sais, c'est qu'il y a plus un pays a un PIB qui augmente, plus il se met à consommer de la viande. On l'a vu avec la Chine qui explose actuellement en termes économiques et qui a une explosion de sa consommation de viande. Et le plus fou dans tout ça, c'est pas la Chine, c'est l'Inde, qui est un pays par culture végétarien et qui qui commence à exploser sa consommation de viande. Mais on la voit ici, l'Inde, elle consomme énormément. En fait, ce qu'elle consomme le plus, c'est des poissons, et du poisson et des fruits de mer. Donc là, tu vois, le bleu, c'est poissons et fruits de mer. En jaune, le poulet, comme tu peux le voir, qui domine vachement le poulet. Et après, tu as les pays consommateurs de bœuf, principalement, et Argentine. Sauf erreur, on va revenir là. L'Amérique du Nord et du Sud, mais aussi la Russie, l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud sont particulièrement friands de la viande de volaille, tandis que l'Argentine est le premier pays consommateur de viande bovine au monde. La France, par habitant, hein, on est d'accord. Par habitant, tout à fait. La France fait partie des pays où l'on consomme le plus de poissons et autres produits de la mer, mais c'est en Islande qu'on en consomme le plus. Quant à Hong Kong, c'est le pays leader en consommation de viande de porc, mais le poisson est également très populaire là-bas. En fin de compte, on a un récap. C'est à Hong Kong que l'on consomme le plus de viande avec 202,1 kilos par an et par habitant. C'est hallucinant. Ça fait réfléchir. Hein. Ça fait super réfléchir. Ouais. Et puis aussi toute cette partie de la viande de poisson dont on n'a pas parlé dans ce podcast, mais qui est super important. Là, qu'on a prévu d'en faire un épisode. On en fera volontiers parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et là, je crois que nos pêcheurs, ils sont pas au top de leur forme. Là. Ils sont pas. Je crois pas. Il y a un petit souci légèrement. Il y a même un gros souci en fait. On les retrouve aux poursuites. On est ensemble avec les pêcheurs. Les États-Unis n'arrivent qu'en 4e position, contrairement à ce qu'on peut croire, avec 151,4 kilos de viande consommée par an et par habitant. Alors malheureusement, ils ne détaillent pas tous les pays, donc j'ai pas les chiffres pour la Suisse directe, mais ce serait intéressant de se renseigner, je pense. Ensuite, j'avais relevé une étude de l'Institut français d'opinion publique, Cocorico. Ceux qui mangent peu ou pas de viande ont un fonctionnement cognitif plus analytique, là où les autres se fient davantage à leur intuition. Alors, voilà. Faites-en ce que vous voulez. On intellectualise notre alimentation. C'est ce que ça veut dire, en fait. On l'intellectualise et puis on l'humanise trop. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire aux gens... ça sert à rien d'exiger bientôt qu'on ait un canapé en cuir dans une écurie, quoi. Ça sert à rien. Les vaches, elles s'en foutent, quoi. Le lait sera pareil, il aura le même goût. Ça sert à rien de mettre un écran plasma ou un écran LCD dans un poulailler, quoi. Les poules, elles s'en foutent. Elles feront des œufs normalement. Ce qu'il faut, c'est leur donner une alimentation adéquate avec un espace de vie respectueux de l'animal. Moi, mes poules, elles pâturent à la maison. Des fois, même, je les croise dans le village et puis je me dis, voilà, c'est des poules heureuses. D'ailleurs, elles sourient. On voit toutes leurs dents. Et c'est ça. C'est tuer l'animal proprement, enfin, dignement. Parce que proprement, c'est jamais facile, mais dignement, c'est-à-dire pas le faire souffrir pour le faire souffrir. Et c'est là où j'ai ce petit souci par rapport à certaines religions qui égorgent l'animal à vif
Et puis, troisièmement, comme on l'a dit depuis le début de ce podcast, c'est tout manger. C'est ça, pour moi, qui fait notre relation au règne animal dans le respect de cet animal. Parce qu'on lui doit beaucoup, l'animal, finalement. C'est une bête qui travaille pour nous, c'est une bête qui produit des choses pour nous et puis qu'on consomme après. Donc, essayons de faire les choses avec respect. Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé. Que j'aurais bien voulu, mais on va passer dessus brièvement avec cette news. À Tahiti, un homme a été interpellé par les douaniers au port de Papiti. Désolé, Papette. Ok. Papette. Merci pour la prononciation. Alors qu'il venait réceptionner une glacière contenant 17 kilos de viande de tortue en provenance de Ravaivae. C'est une île, ça. Ouais. Ok, c'est une autre île, désolé pour ceux qui sont là-bas. Il encourt jusqu'à 2 ans de prison ferme. Le braconnage. Le braconnage, c'est un vrai problème aussi. Il y a plein d'autres viandes maintenant qui sont interdites à la consommation à cause de ça. Je pense notamment au thon, où ça devenait difficile à une époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne sais pas si toi, tu peux nous en dire plus, mais... Alors le thon, c'est bien que tu parles de ça, mais juste pour revenir par rapport au braconnage, après je reviendrai sur le thon, le braconnage, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Et ce que je veux dire par là, c'est pas c'est bien, au contraire, c'est très bien de l'arrêter, ce braconnage. Mais je prends l'exemple de ce monsieur qui se promène avec une glacière, je sais pas combien de viande de tortue. C'est un problème d'éducation. C'est juste un problème d'éducation. Et on sait que l'éducation, il faut minimum 2 générations avant de changer les mentalités. On va très très vite au niveau de l'éducation maintenant, mais à mon avis, on va pas assez vite. Et il faut éduquer les jeunes. Il faut leur expliquer ce que c'est qu'une tortue, quelle est l'erreur qu'on fait en la supprimant de la planète. Il y a quel est son rôle, un nombre hallucinant d'espèces animales qui disparaissent de la planète. Hein. Mais ça, c'est par l'éducation que ça se passera. Et l'éducation par rapport au braconneur, mais aussi par rapport à celui qui achète. Parce que moi, je peux comprendre un Africain qui crève de faim et duquel on est en train d'extraire tout ce qui est riche dans son sol et qu'on lui dit crève de faim et puis comme ça on aura des jolis portables en Europe, ben, ce gars-là, je peux comprendre quand il voit un rhinocéros et qu'il voit que la corne, il peut la vendre, ça va lui faire 2 ou 3 ans de salaire, je peux comprendre, enfin je peux pas l'accepter, mais je peux imaginer comment ça fonctionne dans son cerveau. Ouais. Mais si on l'éduquait à ça, si surtout les personnes qui sont dans les pays d'Asie, on le sait, hein, les cornes de rhinocéros, ça part, les défenses, tout ça, ça part beaucoup en Asie parce que ça peut avoir un côté aphrodisiaque justement, ou médicinal, peu importe. Si on arrêtait de dire à ces gens-là, ouais, tu sais que la corne de rhinocéros, c'est, bah, peut-être que on arriverait à avancer. Et le braconnage, c'est ça. C'est qu'on a un problème, c'est qu'il n'y a pas une continuité et on ne prend pas le problème à la base. Et c'est 2 générations, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, clairement. Ouais, bien sûr. Et pour revenir au thon, le problème du thon, c'est que maintenant, Sea Friend, tout ça, on le voit, hein, il y a même des personnalités suisses qui créent des super fondations dans les Caraïbes pour protéger les petits poissons. Super, moi j'ai envie de dire c'est bravo, mais occupons-nous déjà du poisson qu'on a en Suisse. Il faut savoir que nos lacs sont vides, nos pêcheurs crèvent de faim, ils sont soumis à une pression immobilière dingue parce qu'un pêcheur, malheureusement, tu peux pas lui foutre son laboratoire pour transformer son poisson au milieu d'un champ perdu dans le Gros de Vaud. Lui, il faut que ce soit au bord du lac et puis en général, au bord du lac, le terrain coûte cher. Donc c'est là où on doit aider nos paysans de l'eau que sont les pêcheurs. Et pour finir, pour répondre concrètement à ta question par rapport au thon, moi je trouve que le thon, c'est grave ce qui se passe. C'est grave pourquoi ? Parce que on nous dit ouais, c'est du thon sea friend, c'est-à-dire qu'il est élevé dans des fermes aquatiques. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le thon, pour être du thon sauvage, pour être vendu, il doit avoir une certaine taille, un certain poids. Et comme la pêche industrielle ramasse tout, elle ramasse des gros qu'elle revend, ok, très bien, moi j'ai pas de souci avec ça, mais les petits, qui sont les futurs parents de demain, repeupleurs en fait de la mer, comme on peut pas les vendre parce qu'ils sont trop petits, on les met dans une ferme aquatique qu'on engraisse avec des produits pleins d'antibiotiques parce qu'il y a une surpopulation, hein, il y a des maladies contagieuses là-bas entre poissons, hein. Donc en fait ce qui se passe, c'est que celui qu'on achète qui est Sea Friend, en fait c'est un poisson qu'on a prélevé à l'état naturel et de ce fait c'est plus un reproducteur pour les générations futures, c'est-à-dire qu'on vide les mers sous des labels qui sont pas forcément très très clairs. Alors peut-être qu'il y en a des biens, peut-être je m'avance, mais en tout cas, moi, ça me met le doute et je me dis, attends, avant d'aller manger du thon,
Je vais déjà peut-être consommer des filets de perche qui sont produits en Suisse de manière 100% écologique, qui ne rejettent rien à la nature, mais pour lesquels il y a d'autres soucis très très graves. Là, il va se passer quelque chose là, d'ici cet été 2023. Il va y avoir un gros chambardement dans notre économie de la viande de poisson d'élevage en Suisse romande. Ça va être énorme ce qui va arriver et malheureusement, c'est toujours la faute des mêmes et c'est les mêmes qui vont payer les pots cassés. J'ai bien flingué le moral de tout le monde. Là. C'est sur cette note hyper positive. Hautement autiste. Mais il faut qu'on en reparle une fois du poisson parce qu'il y a vraiment un gros souci. Ça. Ah non, on va en reparler. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, de nous dire de quoi vous aimeriez qu'on parle. Ça nous ferait du travail en moins. Et du coup, ça va nous faire bosser parce qu'on ne sait pas tout. Non plus. Exactement. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va clôturer cet épisode sur la viande. N'hésitez pas, en plus de nous donner des sujets, de nous donner votre ressenti sur le phénomène, sur le sujet. N'hésitez vraiment pas. Et Philippe et moi, on est vraiment ouverts à la discussion. On pense pas avoir la science infuse, loin de là. Donc, ce n'est que notre humble avis. Ressenti, exactement. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'en parler à vos amis, ça ferait plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci à tous et n'oubliez pas, mangez moins de viande, mais mangez local et mangez tout dans la viande. Magnifiquement résumé. Vous voulez manger avec nous? Allez, viens, je vais te faire goûter un truc. Devine quoi? Maintenant, je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres.